Bonjour à tous, bonjour au public de vous être déplacés sur le forum des lecteurs. Bonjour Hélène Rossineau, on est en direct sur le plateau de Corrèze Télévision. Alors on va commencer l'entretien toutes les deux, parce qu'en fait Catherine Coq n'est pas encore parvenue jusqu'à nous, mais il y a énormément de monde sur le salon, donc parfois c'est compliqué d'arriver jusque dans la halle. Hélène, vous faites partie des Invisibles. Bonjour madame, voilà, vous êtes arrivée, donc Catherine Coq. Je venais juste de commencer. Vous faites toutes les deux partie de ce qu'on appelle les invisibles. Ces êtres qui agissent, interviennent dans votre vie avec pudeur et discrétion. Les invisibles diagnostiquent, soignent, puis repartent vers d'autres patients. Elles sont des messagères, porteuses de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Elles laissent dans leur sillage de la joie ou des larmes. Vous êtes médecin et sage-femme. Tels sont vos métiers, des vocations, devrais-je dire plutôt. Mais pas seulement, car vous êtes aussi deux femmes qui sont des passeurs, dignes réincarnations du dieu Hermès, à la fois protecteur des médecins et messager des dieux de l'Olympe. Alors Hélène Rossineau, je vais commencer avec vous. Vous avez écrit ce livre indispensable que je pense, je vous invite tous à lire vraiment, Aidant ces invisibles, paru aux éditions de l'Observatoire. Vous dites que vous-même, vous avez eu vent de ces aidants, vous avez fait connaissance avec ces aidants après vos études de médecine, parce que vous êtes médecin. Spécialité de médecine publique. Même pendant vos études, vous ne saviez pas ce que c'était que des aidants. C'est en suivant une infirmière libérale que vous avez fait connaissance avec ces personnes. Alors, qui sont-ils ? Tout à fait, tout à fait. Je travaillais en hospitalisation à domicile durant mon internat et nulle part pendant mes études, on avait entendu le mot aidant. Et même le mot famille était très, très peu présent, sincèrement, au sein de la théorie. Et mon chef, à l'époque, m'a envoyé suivre une infirmière libérale pendant quelques semaines pour me familiariser avec le monde du domicile. Et comme je parle beaucoup, j'ai vite sympathisé avec ses proches qui étaient toujours présents pendant les soins. Et au bout de quelques semaines, j'ai dit à mon chef, mais qui sont ces personnes ? Il y a toujours le conjoint, la femme, les enfants qui sont là auprès de leurs parents, de leur mari, soins. Et il m'a dit, mais ça s'appelle des proches aidants, mais il y a très peu de choses écrites encore sur les proches aidants. Et je lui ai dit, mais écoute, ça m'intéresse, je voudrais faire ma thèse de médecine sur ce sujet. Pour une fois, ne pas s'intéresser seulement aux patients, mais s'intéresser aux proches autour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet. Alors maintenant, ils ont une existence officielle puisqu'ils font partie d'un article de loi, une loi de 2015, du 28 décembre 2015, article 51, qui les désigne comme des personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Ils seraient 11 millions en France, 15,6% des citoyens de l'Union européenne. Vous élargissez même, vous dites un Canadien sur 4, un Américain sur 5. Est-ce que ça a évolué depuis vos études de médecine ? Est-ce que maintenant, ils sont intégrés dans les études ? Est-ce qu'ils apparaissent plus rapidement ? Alors, il y a encore très peu d'études, sincèrement, chez nous. D'ailleurs, le ministère de la Santé vient d'annoncer seulement maintenant la mise en place d'une étude sur la santé des aidants en France, la dernière qu'on a eue chez nous. En 2008, moi, je commençais médecine. Donc, bon, on se base encore aujourd'hui sur ces données. Les 11 millions, le chiffre est une extrapolation de ces études. Donc, il y a d'autres pays qui ont plus avancé que nous, qui ont refait d'autres études entre-temps, mais on a encore un petit peu de mal. La question des jeunes aidants, la première étude française est en cours sur le sujet. On va préciser ce que c'est que les jeunes aidants. Alors, c'est les jeunes mineurs. aidants, ce sont des mineurs qui prennent soin d'un frère ou d'une sœur malade ou handicapé ou autiste, ou d'un parent avec une maladie chronique, avec un cancer, avec polyarthrite rhumatoïde ou des problèmes de dépendance. Vous avez décidé de faire ce livre après avoir fait la thèse, donc c'était une manière peut-être de toucher un plus large public, de vulgariser votre thèse, qui était peut-être pour les spécialistes. Est-ce que vous avez eu du mal à aller voir des aidants qui se sont confiés à vous ? Est-ce qu'ils l'ont fait de manière anonyme ou ouverte ? Alors ceux qui l'ont fait au moment de la thèse l'ont forcément fait de manière anonyme parce que pour une étude scientifique, les règles sont particulières et c'est forcément anonyme. Mais ensuite, quand on est passé de l'idée d'une thèse à l'idée d'un livre, beaucoup ont témoigné à visage ouvert. Alors, certains ont voulu que les prénoms soient changés sans qu'on change vraiment le reste de l'histoire. D'autres ont volontairement, comme le jeune Martin, que vous découvrirez dans le livre, qui a 16 ans et qui a un père traumatisé crânien, lui a témoigné à visage ouvert sans le
outils, ce que je trouve aussi très bien. Je respecte bien entendu les deux envies, mais c'est encore mieux, je pense, quand les personnes acceptent de partager leur histoire directement avec le public. Vous montrez, l'intérêt de ce livre, c'est de montrer aussi qu'on s'appuie sur eux, comme si cela allait de soi. Et vous dites attention, attention, ils sont fragiles, ils risquent eux-mêmes de tomber malades. Est-ce qu'il n'y a pas une honte aussi à dire qu'on est fatigué quand on aide quelqu'un qui est paralysé dans un lit, qui a eu un AVC, qui ne peut plus parler? Est-ce que ces aidants ont aussi la difficulté de les faire parler, c'est d'aller au-delà de cette honte et de ce stress qu'ils peuvent ressentir? Alors effectivement, c'est assez difficile de faire parler un aidant, et quand l'aidant est malade, c'est compliqué pour lui de se dire je ne vais pas bien, même si parce que le patient va plus mal. Et donc à côté de quelqu'un qui va encore plus mal, beaucoup n'admettent pas, ou en tout cas mettent de côté le fait qu'eux ne vont pas bien non plus, et donc ne vont pas voir leur médecin, et ça mène à un cercle vicieux, et souvent l'aidant tombe malade, voire parfois plus gravement d'ailleurs que le patient. Et même pour les témoignages, beaucoup ne se ressentent pas ou ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants, sens du devoir, mais c'est normal, vous comprenez ce que je fais. Et donc ces personnes s'épuisent, elles aussi, et n'acceptent même pas forcément d'aide. C'est un vrai combat parfois pour que les aidants acceptent un coup de main de la part de professionnels de santé ou de professionnels du domicile. Donc c'est pour ça que c'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec beaucoup d'aidants, parce que certaines fois, l'aidant se rendait compte à la fin de l'entretien qu'en fait, non seulement il était concerné, mais qu'il n'allait pas si bien que ça, et qu'il était peut-être temps de demander de l'aide. Alors je ne dis pas que l'aide était parfaite derrière, parce que notre système est loin d'être parfait, mais c'est un premier pas que de demander un peu d'aide pour soi-même. Et on prend mieux soin du patient derrière quand on a été accompagné et aidé nous-mêmes. On a des exemples très différents dans votre livre. Vous avez Laura, cette jeune quadra qui vit en couple et qui accueille sa maman à la suite d'un AVC et qui va peut-être faire le deuil de son propre désir d'enfant. Vous avez Albert et Lucie, ces nonagénaires qui hébergent leur fils de 51 ans, David, à la suite d'un accident. Pierre, qui est le mari de Marie, d'une dame qui s'en va à la suite d'un cancer, un couple fusionnel, donc un monsieur déjà âgé qui essaie d'aider et s'oublie aussi. Et puis vous avez des situations encore plus ubuesques avec justement ces jeunes mineurs qui deviennent parfois dans des familles monoparentales le seul appui pour une maman malade atteinte d'un cancer. Oui, alors effectivement, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de portrait robot de l'aidant. Il y a autant de situations que d'aidants, mais c'est vrai que j'ai été particulièrement touchée par ces enfants ou par ces très jeunes adultes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, parce que sincèrement, ils sont très très peu connus. Moi, j'ai été extrêmement surprise de découvrir qu'ils étaient entre 500 000 et 1,5 million, ce qui est énorme à prendre soin d'un proche. Une jeune femme, Charlotte, que vous verrez dans le livre, qui a 18 ans, a pris chez elle, dans un petit studio, sa petite sœur de 12 ans, parce que leur maman était atteinte d'un cancer extrêmement grave, et qui a élevé sa sœur tout en faisant des allers-retours, parce qu'elle ne vivait pas dans la même ville, tous les week-ends pour aller voir sa maman à l'hôpital, et qui, quand elle a fait rapatrier sa maman à Paris, y allait matin, midi et soir pour lui donner à manger. Elle a dû poser des jours de vacances dans son job étudiant pour essayer d'avoir des informations auprès de l'équipe soignante. Information qu'au bout de 3 jours, elle n'avait toujours pas eu. Elle avait juste entendu les familles, ça m'emmerde, dans le couloir, et personne ne faisait attention à elle. Personne ne l'a prévenue du passage en soins palliatifs. Et pendant ce temps-là, à 18 ans, elle tenait comme elle pouvait avec sa petite sœur. Elle faisait les inscriptions au lycée, elle allait chercher les papiers, elle lui faisait faire ses devoirs, tout en essayant de faire ses études à côté. C'était extrêmement difficile. Et ils sont très nombreux et on les oublie vraiment beaucoup. Alors cette histoire est assez symptomatique aussi du vocabulaire qu'on peut entendre, et là-dessus j'interrogerai Catherine Koch après, où parfois on a l'impression que dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est assez déshumanisé, puisque dans ce cas-là, la mère qui est dans le sud, qui va être rapatriée, on parle d'elle comme d'un paquet. C'est vrai qu'on n'a plus l'impression d'avoir affaire à des médecins qui s'occupent de personnes. Vous-même, vous êtes médecin, alors est-ce que vous allez bonder dans ce sens-là? Est-ce que vous dites attention, il ne faut pas non plus être caricatural, tous les médecins ne sont pas ainsi? Alors, Dieu merci, tous les médecins ne sont pas comme ça, mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention, même quand on parle, à la violence que peuvent avoir certains mots. Cette jeune femme, quand elle a entendu au téléphone « on ne peut plus rien faire, on vous la renvoie où ?» Nous, on parle comme ça entre nous, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Pour une jeune femme, on parle de sa maman, on parle d'une maman en fin de vie, on vous la renvoie où ?
elle l'a pris de manière extrêmement brutale. Et d'ailleurs, elle en voulait beaucoup aux professionnels de santé, en particulier aux médecins, mais à tous les professionnels. Elle a trouvé une aide-soignante qui l'a accompagnée, mais à part ça, tous les autres l'ont plutôt ignorée. Il faut dire qu'on manque de personnel, on manque de temps dans les hôpitaux, c'est pas forcément simple, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être humain, pour ne pas sourire et glisser un petit mot par-ci, par-là, quand même, aux patients et à leur famille. On entend de plus en plus fréquemment ce genre de reproches que l'on fait aussi aux chirurgiens quand ils vous exposent une opération. Pourquoi on n'enseigne pas plus de psychologie dans les études de médecine ? On peut enlever le plus. Pourquoi on n'enseigne pas de la psychologie tout court ? Parce on enseigne effectivement très très peu, voire pas du tout, le côté humain. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai passé mon concours de l'internat, on avait un chapitre qui s'appelait « Consultation d'annonce », annoncer un diagnostic grave. Bon, ça avait le mérite d'être un chapitre, au moins, hein, c'était mieux que rien, mais c'était une liste de choses à faire et à avoir sur son bureau. Absolument rien d'humain, c'était du par cœur. Je m'en souviens encore, il fallait avoir la porte fermée, une boîte de mouchoirs sur la table, le téléphone portable éteint, la blouse fermée et le patient en face de soi. C'était parfait, on s'en souvenait tous par cœur, mais alors nulle part n'était mentionné être compatissant, écouter la personne, s'intéresser à elle, parler aux familles, rien. C'était vraiment, c'est du technique pur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat, on est beaucoup à le faire, pour mettre de l'humain au cœur des études, faire venir des patients et des familles, des aidants, pour rencontrer les étudiants et pour pouvoir partager leur quotidien. Parce que les médecins ne sont pas inhumains, ils sont juste mal formés à la technique. On est formés vraiment pour soigner. Mais une fois qu'on partage notre quotidien avec des patients et des familles, souvent, ça change complètement notre façon de voir les choses et de travailler derrière. Donc ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut vouloir faire ce pas. Catherine Koch, alors vous aurez beaucoup à nous dire aussi sur ce sujet de réintroduire l'humain, un vocabulaire, plus de psychologie dans l'hôpital. Alors vous aussi, vous êtes une invisible, hein, mais vous êtes une invisible en colère et à la grande différence des aidants, vous êtes une invisible professionnelle. Parce que vous êtes sage-femme, c'est votre métier. Vous avez longtemps exercé à la maternité des Bluets. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en combien de temps on devient sage-femme, les études qu'il faut faire ? Alors, ça fonctionne là ? Comme ça. Ok. Alors, on est en pleine restructuration là, puisque depuis quelques années, pour devenir sage-femme, il fallait passer le concours de médecine. Ça a été à la fois un avantage et pour moi un inconvénient. Un avantage parce qu'on était enfin reconnu dans le cadre de l'université comme ayant un cursus universitaire, c'est-à-dire licence, master, etc., ce qui n'était pas le cas avant. L'inconvénient, c'est que nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des sages-femmes. Nous avons des compétences médicales à capacité limitée, c'est-à-dire qu'on a un droit de prescription, on peut avoir un ordonnancier quand on est sage-femme libérale, mais on a un droit de prescription qui est limité, donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On peut prescrire des dépistages, tout ça, on peut faire tout ce qu'on veut, mais après dans la prescription des médicaments, on ne peut pas prescrire tout. C'est pas très intéressant de donner le détail. Aujourd'hui, il n'y a plus de numerus clausus, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser. Je ne sais pas si vous étiez plus au courant que ça. C'est un peu le happening. On va voir comment ça se passe. Et de toute façon, comme les sages-femmes étaient recrutées depuis quelques années avec un cursus PACES, elles vont rester avec les kinés, les dentistes et je crois qu'il y avait quoi ? Il y avait pharmacie aussi dans une première année ou voire peut-être 2 années communes de package commun et avec après un choix médecine, sage-femme, kiné, voilà. Donc il faut 5 ans pour devenir sage-femme aujourd'hui. Oui, il faut 5 ans. Ça a augmenté d'année en année, hein, parce que si je me réfère aux sages-femmes qui m'ont formée quand je suis devenue sage-femme, elles avaient fait 3 ans. Moi, je suis arrivée, j'en faisais 4. Maintenant, on en fait 5. Bon, on en fera peut-être 6 ou 7, j'en sais rien. Après, il y a des limites. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'en faire plus, en fait. Alors aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau pour nous parler de votre métier, mais aussi de votre livre qui s'appelle La chronique du périnée, édité au Passeur, aux éditions du Passeur. C'est une chronique fictionnelle, mais qui ressemble quand même beaucoup à ce que vous pourriez faire ici, puisque vous êtes dans les médias. Donc c'est une sage-femme qui va enregistrer plusieurs émissions à France Inter, qui va accepter de délivrer une parole, de dire tout haut ce que beaucoup de femmes disent tout bas. Alors des femmes, ça peut être aussi les parturiantes, les femmes qui accouchent, ça peut être aussi des consoeurs d'autres sages-femmes. Vous avez choisi de prendre la parole et au téléphone, quand on a préparé cette table, vous m'avez dit, mais le danger, c'est que
on sort du lot quand on s'empare du micro et on devient visible. Donc là, vous sortez de cet état d'invisibilité qui était le vôtre jusqu'à présent. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est les deux. En tant qu'invisible, parce que c'est une phrase du livre, hein, je suis sage-femme, je suis une invisible. L'invisibilité de la sage-femme, il y a 3 degrés. D'abord, on est comme les médecins, on a le secret médical. Voilà. Le secret médical, ça veut dire que l'information sur une femme ne doit pas sortir de l'alcôve du cabinet de consultation ou de l'accouchement. On a le code de déontologie, le serment d'Hippocrate, qu'on dit aussi quand on obtient le diplôme. On a les clauses de confidentialité et de respect quand on signe un contrat. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec une maternité et c'est marqué en bas, vous avez une clause qui vous dit attention, discrétion, rien ne sort, tout le temps que vous êtes avec nous, voilà, silence radio, c'est le moment de le dire. Et pour moi, il y a un 3e silence que je dénonce depuis que je suis sage-femme, et je l'ai même dénoncé pendant mes études, c'est le carcan dans lequel on est obligé de passer pour devenir sage-femme. C'est-à-dire qu'en fait, l'invisibilité, elle est structurelle. Quand vous entrez dans une école de sage-femme, le mécanisme de formation intègre un mécanisme de prise de pouvoir, d'obéissance systématique, permanent. Alors vous allez dire, bah oui, vous avez des protocoles médicaux, vous allez quand même pas faire n'importe quoi avec la santé des femmes, donc vous allez respecter les protocoles médicaux, certes, mais entre respecter un protocole médical et dire on vous la renvoie où, ce qui existe très clairement aussi dans le domaine de la santé des femmes, il y a une marge, quoi. Peut-être qu'on peut mettre un petit peu d'humain et puis peut-être qu'on peut réfléchir aussi à savoir si un protocole médical qui a été étiqueté, il est valable tout le temps parce que je dois obéir et que si j'obéis pas, je ne suis pas une bonne professionnelle et j'ai envie de rester une bonne professionnelle parce que pendant 5 ans, on m'a matraqué le fait qu'il fallait que j'obéisse. Donc là, si je commence ma carrière en n'obéissant pas, je suis forcément une outsider. Alors clairement, je l'ai été, je l'ai assumé, difficilement par moment. J'ai été protégée un certain temps dans mon exercice à la maternité des Bleuets qui affichait une vitrine qu'on arrivait à maintenir les premières années où j'ai travaillé, qu'on ne peut absolument plus maintenir, donc on s'est quitté. Voilà. Donc l'invisibilité, elle a plusieurs expressions, elle a plusieurs mécanismes d'installation. Et puis, il y en a un 4e, c'est que, s'achemine vers une telle carrière, pas n'importe quel, entre guillemets, profil d'individu. D'accord ? Parce que pour rentrer dans une école de sage-femme, donc nous on avait un concours post-bac, moi j'avais fait médecine avant, mais bon bref, j'ai repassé le concours de sage-femme. Vous entrez, pour pouvoir traverser les 5 ou 4 années d'études de sage-femme, il faut avoir un certain profil. Et dès la première année, il y a des jeunes femmes avec moi qui ont quitté les études. Parce que déjà, nous, à l'époque, on faisait des gardes de 24 heures. Donc déjà, il fallait quand même apprendre au corps à tenir debout, plus ou moins sans manger, sans faire pipi, et tout en travaillant, et en étant attentif, etc., pendant 24 heures. Parce que vous ne savez pas trop ce qui allait vous attendre comme travail. Puis après, il y a eu la loi sur le durée de temps de travail. On est passé toutes à des gardes de 12 heures. C'est presque pire, parce que là, on enchaîne jour, nuit, 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 jour, jour, jour. La santé de la sage-femme, on n'en a rien à fiche. Mais bon, on a un temps quand même qui est plus court. Donc, pour traverser ces études-là, qui sont des études vraiment, j'ose le dire, maltraitantes, et une maltraitance qui est structurelle, qui est aussi liée à l'organisation de l'hôpital, parce que comme tout à l'heure tu parlais de ce qui se passe en tant qu'étudiant médecin et tout le reste de votre cursus. C'est évident en fait qu'on nous apprend la violence verbale et que cette violence-là, si on l'intègre pas, on ne peut pas devenir le professionnel vers lequel. Voilà, il y a une espèce d'adoubement et de reconnaissance du professionnel par les stéréotypes de parole, d'attitude et auprès du patient. Et si on a un projet de vie qui est d'être médecin ou d'être sage-femme, il vous faut passer par là. Et après, je dis, il faut détricoter. Donc, il faut avoir une espèce de force de caractère et psychologique pour déjà, parce qu'on vous repère quand vous savez que vous résistez
Bon, c'est pas marqué résistance sur le front, mais clairement dans vos attitudes auprès des femmes, on voit bien que vous n'avez pas envie d'être une sage-femme comme le lot. Et puis il y en a qui vont pas pouvoir, pour qui ça va être très compliqué de se défaire de tous ces carcans. Alors, parmi les choses que vous dénoncez, parce que même si ça reste une fiction, il ne faut pas oublier que c'est quand même une histoire, et puis je ne donnerai pas la fin du livre, mais il y a un événement qui va se produire dans les couloirs de cette radio. Vous dénoncez notamment le problème de l'accouchement en France, puisque autour du périnée, il y a toute la partie physique, où vous décryptez le corps de la femme, et puis aussi vous parlez des maternités. Le regroupement des maternités en France depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, pour vous c'est une catastrophe, ça fait partie de la déshumanisation de l'accouchement, et vous dites même d'une part que l'accouchement n'est plus un choix chez les femmes, et que la femme française aujourd'hui ne sait plus accoucher. C'est toute une éducation à refaire. Alors, faut faire attention aux généralités, enfin aux généralisations, parce que là vous faites un résumé de tout ce que j'aborde un peu plus en détail dans le livre, donc faut faire très attention à ce qu'on dit. Cette centralisation des maternités ne date pas de 15 ans, elle date de 30 ans. Hein. C'est-à-dire que c'était déjà en route, comme moi je suis devenue sage-femme, donc il y a 25 ans. On ne peut pas faire de l'humain quand on regroupe des humains dans une structure où, du coup, on va vous demander de faire plus de gestes en moins de temps. C'est pas compliqué, hein, ça s'appelle le taylorisme, hein, c'est respecter les cadences, voilà. Et puis vous êtes fatigué, c'est pas grave, faut continuer quoi. Vous êtes la sage-femme de garde, vous posez pas la question de savoir si ah non là je suis trop fatiguée, je vais pas vous accoucher. Non. Donc et ça, du coup, comme vous êtes dans une nécessité par contre de soins et de qualité de soins, moi je me suis inventé une expression, c'est que j'ai un package minimal sanitaire. Je dois la santé minimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une santé minimale, à toutes les femmes qui se présentent sur ma garde, et donc tous les papas et tous les bébés, ou les compagnes, hein, parce qu'on a, voilà, faut un petit peu ouvrir aussi le champ de la parentalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne doit rien arriver de grave à qui que ce soit. Voilà, d'accord. Donc, pour qu'il n'arrive rien de grave à qui que ce soit quand je m'occupe de 5 personnes en même temps, vous comprenez bien que je vais me mettre du coup bien d'équerre avec les protocoles et les suivis qui vont être nécessaires. Voilà. Donc ça peut pas être le même soin. Si j'en ai qu'une, je vais faire de la relation, ça va être une femme, une sage-femme comme en Angleterre, et on n'est absolument pas dans la même situation. Après, donc il y a ces grosses matères qui sont pour moi complètement inhumaines de partout. Enfin, franchement, les équipes sont en burn-out chronique. Il y a du turnover de personnel. Personne ne reste. Donc celles qui restent, elles passent leur temps à reformer et à dire mais t'inquiète pas, l'ordinateur il bug, mais t'inquiète pas, il va se rallumer. Enfin, bon, non, mais attendez, est-ce que je suis sage-femme pour m'occuper d'un bug informatique ? Excusez-moi. Voilà. Donc clairement, la centralisation, c'est un vrai problème. Après, il y a un autre problème qui sont, entre guillemets, avec cette expression très à la mode, dans les territoires. Qu'est-ce qu'on fait dans les plus petites villes et donc dans les petites villes où il y a une distance de plus en plus grande aujourd'hui entre le domicile et le lieu d'accouchement. Alors là, je peux vous dire qu'on est en train de se paupériser à vitesse grand V. Il va falloir que, je sais pas, Buzyn, je sais pas si t'entends, mais... parce qu'on a un vrai problème. J'ai fait des missions humanitaires. La distance du soin, la distance entre le soin et le patient est le nerf de la guerre. Vous avez une femme qui saigne, si elle doit faire 10 heures pour avoir le geste qu'il faut, vous comprenez bien qu'on ne donne pas cher de sa peau. Et on est en train de faire le lit de ça, sous prétexte de vouloir faire des économies, de se dire que le soin en grande structure, avec des professionnels super spécialisés, donne un soin meilleur aux femmes. Parce qu'il faut faire attention, dans les maternités, on s'occupe de femmes qui sont en bonne santé. Alors, il y en a une petite tranche de population de femmes qui vont développer une pathologie, et là, il y a les niveaux 3, ok, droit devant, etc. Mais, excusez-moi, mais accoucher, mettre au monde un enfant, c'est un mécanisme physiologique, c'est la vie, c'est normal. Donc il faut des professionnels qui soient dans le dépistage, dans la réaction immédiate et systématique si jamais il y a une urgence, qui est rare. En fin de compte, les urgences vitales sont extrêmement rares. Mais pour cornaquer un petit peu les sages-femmes, on nous a bien mis au-dessus de la tête, attention, il y a 2-3 scénarios absolument rarissimes. Quand ça arrive, faut faire vite. Sous prétexte que ces scénarios peuvent arriver, on regroupe tout le monde au même endroit. C'est aberrant. Et donc, ça coûte très très cher à la sécurité sociale.
Parce que pour un accouchement normal, vous n'avez pas besoin d'un gynécologue ou d'un obstétricien, vous avez besoin d'une sage-femme. Clairement, la sage-femme elle coûte moins cher à la société qu'un gynécologue obstétricien. Voilà. C'est un peu Une rapide, des solutions, ce excusez-moi, serait mais... le développement des maisons de naissance. Voilà. Alors, je vais aider mes copines, hein, parce que... Donc, les maisons de naissance, c'est une structure qui a été proposée... moi, quasiment, je suis née avec ce projet. Je suis née sage-femme. On attendait le décret qui est arrivé. J'étais déjà sage-femme depuis 12 ans. Donc, on a pu enfin ouvrir des maisons de naissance. Il y en a donc encore 9 qui sont en train d'être évaluées, là, donc par les ministères, etc., qui sont en train de vraiment d'être contrôlés. J'ai pas l'impression que les ministères, là, ils ont très envie de les développer. Tout simplement parce que ce sont des sages-femmes, des structures qui sont gérées par des sages-femmes et que on ne veut pas que le médical au sens strict disparaisse de la prise en charge des grossesses. Voilà, c'est quelque chose de très français, c'est très compliqué. Voilà. Allons vers les solutions, parce qu'il nous reste 4 minutes pour conclure. Hélène Rossineau, alors dans votre livre, vous n'avez pas que des témoignages, vous avez aussi des pistes. Notamment, vous plaidez pour qu'il faut repenser le parcours du patient. C'est-à-dire à partir du moment où on a la prise en charge du patient, de sa pathologie, il faut intégrer l'aidant tout de suite dans ce parcours de santé. Alors, oui, moi j'ai appelé ça le parcours de l'aidant. Aujourd'hui, dans les politiques de santé, tous les ministres, députés, etc., ont à la bouche le mot parcours patient. Ça veut juste dire qu'à chaque fois qu'un diagnostic est posé, on sait exactement dans quel délai et où on va adresser le patient à chaque fois pour tous ses soins suivants. L'idée était que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les aidants sont laissés complètement seuls. Personne ne les accompagne, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas quelles aides demander, ils ne savent pas ce à quoi ils ont droit. Ce sont eux qui se trimballent avec le dossier médical et qui accompagnent le patient à tous les rendez-vous et qui répètent régulièrement tout ce qui s'est passé. Ce sont eux qui prennent tous les rendez-vous. Donc mon idée était qu'à côté de ce parcours du patient, on mette en place un parcours de l'aidant. Voilà, dès que la personne devient aidante, on la prend en charge et on l'accompagne de la même manière. On lui propose du soutien psychologique, on lui propose de la guider avec une assistante sociale dans les méandres du labyrinthe administratif qu'est la France et que sont la CAF, les maisons départementales des personnes handicapées et toutes les autres institutions auprès desquelles il faut déposer des dossiers tous les ans ou tous les 2 ans et des dossiers qui prennent des mois à remplir. Vraiment, l'idée est d'encadrer, de former, de proposer de l'éducation et du soutien à ces aidants tout au long de leur parcours de vie, puisque être aidant, ça ne dure pas 3 mois, ça dure en général des années. Donc pourquoi est-ce qu'on encadrerait le patient et qu'on n'encadrerait pas ces aidants qui rendent service à tout le monde, qui font faire des économies monstrueuses au ministère de la Santé, à la Sécurité sociale, et qu'on laisse tout seul. Ça me paraît aberrant. Vous parlez du ministère de la Santé, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et le Premier ministre, ils ont annoncé un plan pour les aidants. Vous dites bravo, c'est bien, c'est un début, une reconnaissance, mais pas suffisante, et notamment l'enveloppe pour vous est vraiment insuffisante. Ah oui, l'enveloppe est minuscule. Alors, c'est un premier pas, et c'est vrai qu'on m'aurait dit il y a quelques mois que le Premier ministre viendrait lui-même annoncer le plan aidant. J'aurais été un peu sceptique, donc c'est quand même déjà une bonne nouvelle. 400 millions d'euros sur 3 ans pour 11 millions de personnes, ça fait très 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 peu. Quand on annonce qu'il va y avoir un congé rémunéré pour les aidants, mais qu'il va durer 3 mois sur toute la vie, ma maman est là, je suis désolée maman, si je prends 3 mois pour aider papa, je pourrais plus t'aider toi derrière. Je pourrais pas aider mon petit frère, je pourrais pas aider mon conjoint. Parce que c'est 3 mois qu'on peut prendre dans toute sa vie. Oui, c'est 3 mois. C'est même dans pas par toute personne. Sa vie. Non, c'est pas par personne, c'est dans toute sa vie. Et si malheureusement ensuite on a un enfant malade et qu'il faut aider. C'est ça. Aussi. Donc c'est un premier pas, c'est mieux que rien. Disons qu'ils ont fait le bon constat. C'est mieux que rien. Les moyens sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux. On va finir sur une note positive aussi. Dans votre livre, Catherine Koch, vous parlez, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi de la femme, du corps physique de la femme. C'est aussi un livre qui est féministe, dans le sens où vous dites que peut-être la réconciliation, elle est aussi dans l'alcôve, elle est aussi avant d'arriver à la maternité, avec un utérus qui est encore méconnu par les hommes et par les femmes et qui peut être aussi un instrument de réconciliation entre les deux sexes.
Oui, alors il y a quelques années, j'avais fait un DU de régulation des régulations des naissances. Donc c'est un DU qui permet d'acquérir des compétences dans tous les moyens de contraception. Il y avait beaucoup de sciences humaines. Et pour moi, il y avait un manquant, c'était justement le rapport au corps, l'épanouissement corporel. Parce que quand même aujourd'hui, on a un panel de contraception. Et si on prend une contraception, ça y est, on a compris. Nos mamans, elles ont travaillé, on a pris des contraceptions pour plus faire d'enfants. Ça, c'est acté dans nos cerveaux de femmes. Et donc, j'avais envie un peu de passer à la vitesse supérieure parce qu'on reste quand même avec un épanouissement sexuel qui est limité chez les femmes. Quand on leur demande, c'est pas forcément toujours très épanouissant. Donc, je m'étais dit quand même, la contraception, c'est pas contre aujourd'hui, c'est pas le contre, il est acquis, c'est pour. Ça sert à rien d'avoir une contraception si on n'a pas d'épanouissement sexuel. Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé, c'était mon sujet de mémoire. Et donc, je me suis penchée sur la fonction utérine. Et je suis aussi moi-même tombée de l'armoire sur justement cette physiologie de l'utérus. Et je me suis dit, mais en fait, la sage-femme, elle a une place extraordinaire puisque l'utérus se développe. Tout d'un coup, il devient quand même le centre de l'attention des femmes. Et donc, de là, pendant les grossesses, alors qu'on palpe les utérus qui est un organe sexuel primaire, donc c'est la base, on peut faire de l'éducation sexuelle et de leur donner envie de s'informer sur comment fonctionne leur corps. Merci beaucoup à toutes les deux. On est obligé de rendre l'antenne sur Corrèze Télévision, sur le Forum des lecteurs. Merci à tous. Donc, je vous invite à retrouver les auteurs sur leur stand pour des signatures toute l'après-midi. Merci.